Donc, quels sont finalement les défis qui sont liés à l'authentification actuellement? Donc, on peut déjà souligner le fait qu'une grande partie des données qui ont fuité sont dues à une perte de contrôle au niveau des identifiants, donc qui sont soit fichés, soit volés. Et la chose est partiellement explicable par des mesures de sécurité qui sont souvent médiocres comparées à l'exposition et aux fréquences des attaques qui arrivent chaque jour. Donc, Yubico permet de diminuer de manière assez significative ce facteur de risque. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait penser que ça ne pourrait pas arriver à tel client et quelles précautions est-ce que vous prenez actuellement pour éviter ce genre de problème? Et donc, par rapport au fameux proverbe, vaut mieux prévenir que guérir. Il faut savoir que le coût moyen d'une attaque, c'est environ 8,6 millions d'euros. Et environ 200 jours, on met 200 jours à trouver qu'il y a eu une intrusion. Donc en 200 jours, l'attaquant a pu faire pas mal de choses. Évidemment, Yubico ne résout pas tous les problèmes de sécurité, mais le plus gros est de loin qui est actuellement le phishing. Donc les comptes qui sont piratés, qui représentent la cause de plus de 80% des failles de sécurité exploitées. Et donc, évidemment, en résulte en plus une perte de confiance et d'actifs pour les organisations du monde entier. Donc, en rentrant dans le cœur du problème, donc comment est-ce que les mots de passe sont volés et piratés? Donc, en général, c'est à travers le phishing ou spear phishing de manière plus précise. Donc, c'est la méthode la plus utilisée pour récupérer des identifiants et les statistiques sont assez révélatrices. D'après Google, les pages les mieux faites piègent 45% des utilisateurs, administrateurs inclus. Donc, si vous êtes une cible intéressante, comme la plupart des admins ou postes à responsabilité, ou partenaires même, il pourra toujours y avoir un attaquant déterminé pour créer une page personnalisée spécialement pour vous, donc d'où le spear phishing. Et on considère dans ces cas-là qu'un attaquant a une chance sur deux d'aboutir à ses fins et récupérer les identifiants d'une victime. D'un autre côté, pour les pages de phishing diffusées en masse, la statistique est aussi assez inquiétante. Les utilisateurs sont piégés 3% du temps. Donc, sur une entreprise à 10 000 employés, on considère qu'il y en a 300 d'entre eux qui ont une probabilité d'être fichés avec une page de phishing de qualité moyenne, voire très basse. Et pire encore, les gens qui sont tombés dans le phishing une fois ont 15% de chances de tomber à nouveau dans un mail de phishing dans l'année. Donc voilà, la méthode d'attaque numéro 1 pour voler des informations d'identification consiste encore une fois au phishing. Donc 12 millions d'informations d'identification volées via le phishing, 3,3 milliards d'informations d'identification exposées par des violations de tiers, pour information. Ça, ce sont des données, encore une fois, des analystes Google qui ont analysé le marché noir entre l'année 2016 et l'année 2017. Et on sait évidemment, même si on n'a pas eu de leur part de statistiques plus récentes, que les statistiques quadruplent quasiment tous les ans. Donc, les attaquants recherchent toutes les informations d'identification qu'ils peuvent voler. Donc, ce ne sont pas seulement les administrateurs informatiques qui sont victimes de hameçonnage. Tout le monde est une cible. Parce que les attaquants prendront souvent un pied avec un seul compte, même s'ils ne disposent pas de beaucoup de privilèges et chercheront ensuite des moyens d'en tirer parti. Donc, une méthode courante consiste à installer un logiciel malveillant avec le compte qui a été repris, puis à demander au logiciel malveillant de collecter des informations sur le réseau, sur les autres employés, et de rechercher des moyens de voler des informations d'identification supplémentaires. Peut-être utiliser aussi le compte compromis pour attaquer un utilisateur privilégié. Donc, le but est que l'attaquant élève ses privilèges et les solutions d'identification de sécurité doivent prendre en compte tous les groupes accédant aux données, y compris donc, tous les employés, fournisseurs, clients. Voilà, laisser certains de ces ensembles d'utilisateurs hors de votre stratégie d'authentification, c'est une chaîne avec un maillon faible. Donc, les groupes sans authentification sécurisée sont les maillons faibles. Je vais faire une petite aparté par rapport aux doubles facteurs qui existent actuellement. Certains que la YubiKey embarque pour à des soucis de compatibilité avec des solutions un petit peu plus legacy, mais n'empêche que by design, puisque ce sont des standards,
il faut savoir que ces OTP sont vulnérables, que ce soit techniquement ou humainement. Ici, il s'agit d'une vidéo simplement pour vous montrer à quoi ressemble actuellement un phishing, avec moyennement élaboré, on va dire, avec EvilJinx, un phishing que tout le monde peut recevoir à travers pour le compte Office. Donc voilà, ici, la personne est sur son vrai compte Office. Elle va venir cliquer sur un lien, donc qui est évidemment un lien de phishing, hein, si vous jetez un œil à l'URL. Cette page donc, a été créée avec EvilJinx, qui est un moteur qui va permettre de créer de manière très dynamique et très réaliste surtout des pages de phishing comme celle que vous voyez. Donc ici, évidemment, l'utilisateur va se croire sur la vraie page, donc il va bien évidemment entrer ses identifiants. Son mot de passe, et admettons que cette personne ait mis un double facteur. En fait, ici, c'est toute la subtilité de la page, en fait. Et ça, c'est tout ce que vous allez, et tout ce qui sort actuellement. C'est qu'on est loin maintenant des pages de phishing, je dirais, à l'ivoirienne qu'on pouvait avoir il y a 10 ans, qui étaient très statiques. Aujourd'hui, c'est du temps réel. C'est-à-dire que lorsque vous vous loguez à un compte de phishing, en temps réel, on va venir jouer dynamiquement vous identifiant sur le vrai site. Et si jamais l'attaquant remarque, encore une fois, hein, tout est scripté de manière automatique, qu'il y a une notification push qui va arriver, il vous affiche dynamiquement la fenêtre push. Et à ce moment-là, puisqu'évidemment vous vous croyez sur le vrai site, vous recevez bien la notification push et vous l'acceptez. Pour le coup, la notification push, c'est vraiment une faille humaine qui fait que dans une majorité des cas, elle peut être facilement détournée. Donc, ce n'est pas la technique, finalement, ce n'est pas le protocole qui est faillible, c'est l'humain derrière. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé pour la suite des événements? L'utilisateur, l'attaquant plutôt, a récupéré le cookie. Et finalement, il n'a plus qu'à injecter le cookie dans son navigateur et il va venir récupérer la session active du compte Outlook. Oui, parce qu'il faut savoir que tous les doubles facteurs, excepté FIDO, sont vulnérables au rejeu avec des cookies, ce qui n'est pas le cas de FIDO. Voilà, ça c'était simplement pour illustrer où on en est actuellement par rapport aux attaques de phishing. Est-ce que je vais réussir? Non, évidemment. Tac, tac, tac. OK. Voilà. Donc, par rapport aux attachments, donc, pareil, hein, parfois ça peut être pas forcément une vraie pièce jointe, mais une image embarquée qui va venir nous rediriger vers une fausse page, par exemple Gmail, par laquelle on va venir nous demander de nous loguer. Donc ça peut avoir énormément de formes différentes aujourd'hui. Et autre chose, hein, d'ailleurs aussi, dont les attaquants se servent souvent, c'est est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous êtes authentifié sur Google? Est-ce que c'était il y a 30 jours? Est-ce que vous vous souviendriez que c'était il y a 29 jours et donc au bout de 30 jours, eh bien, Google vous redemande votre mot de passe? Donc, encore une fois, le timing est important et ça offre la possibilité d'hameçonner la population d'utilisateurs à grande échelle. De la même manière, qu'est-ce qu'on voit actuellement sur Apple? On voit des fausses notifications push, des notifications, pardon, des pop-up qu'on retrouve très souvent sur iPhone et qui sont parfois récurrents pour venir se reconnecter à un certain compte, hein, souvent iTunes par exemple. Donc, voilà, à gauche, on voit le pop-up officiel et à droite, le pop-up de l'attaquant. Donc, on voit en fait que à l'œil, il n'y a quasiment aucun moyen de savoir que c'est un faux pop-up.
Et donc, à ce moment-là, si jamais on rentre le mot de passe dans ce pop-up en question, c'est terminé, l'attaquant a récupéré l'identifiant. Alors, une autre attaque aussi qui est assez vicieuse, ça va être en fait de séparer, alors en fait de jouer sur des balises et d'espacer ces balises de manière très importante qui font que si jamais on se retrouve par exemple sur un laptop qui a un écran assez petit, en fait on ne verra pas l'entièreté de l'URL et dans ce qu'on appelle un iframe, donc c'est une page embarquée, on va pouvoir venir effectuer du phishing alors que potentiellement on a ici l'URL de la vraie page Google. Qu'est-ce qu'on voit également? Alors ça, c'est une attaque qui est extrêmement intéressante et qui est vraiment meurtrière, c'est l'attaque homographe. Donc en fait, l'attaque homographe, c'est la façon dont un pirate peut tromper les utilisateurs euh, avec le système avec lequel il communique en exploitant le fait que de nombreux caractères différents se ressemblent. Donc c'est un peu une sorte d'attaque d'usurpation où l'adresse d'un site web semble légitime, mais parce que un ou plusieurs caractères ont été remplacés de manière trompeuse par des caractères Unicode. Par exemple, le caractère, le cyrillique A et le latin A sont tous deux traités différemment par les navigateurs. Ce n'est pas le même Unicode, mais ils sont affichés A de la même manière identique dans l'adresse du navigateur. Pour information, un Unicode va permettre, par exemple, d'enregistrer des domaines avec des caractères étrangers. Et il fonctionne en convertissant l'étiquette de domaine individuel dans un format alternatif en utilisant uniquement des caractères ASCII. Par exemple, et ça, vous pouvez le taper si vous souhaitez en parallèle du workshop dans votre URL, vous pouvez taper ça et vous allez voir que on va vous rediriger vers une page officielle Apple. De la même manière, il y a d'autres séries de caractères qui équivaudront par exemple à des idéogrammes chinois. Et donc, du point de vue de la sécurité, les domaines Unicode peuvent être problématiques parce que de nombreux caractères Unicode sont difficiles à distinguer des caractères ASCII courants. Et donc, c'est possible d'enregistrer des domaines tels que xn-pple-43d.com et qui équivaut en fait à apple.com. Donc, c'est peut-être pas évident à première vue, mais apple.com utilise le cyrillique A ici, plutôt que l'ASCII de A. Donc là, ce que vous voyez, c'est la fausse page avec l'URL que l'utilisateur va voir. Donc, c'est ce qu'on appelle une attaque homographe et de nombreux caractères Unicode qui représentent des alphabets comme le grec, le cyrillique, l'arménien, etc., dans les noms de domaine internationalisés, ont la même apparence que les lettres latines, mais sont traités différemment par les ordinateurs, avec une adresse web complètement différente. Et par défaut, de nombreux navigateurs web utilisent le codage Unicode, quand même pour information, pour représenter les caractères Unicode dans l'URL afin de se défendre contre ces attaques de phishing homographe. Donc, Unicode, c'est un encodage spécial qui est utilisé par navigateur web pour convertir les caractères Unicode dans un jeu de caractères limités ASCII, donc de A à Z et de 0 à 9, qui est pris en charge par le système international, donc l'IDN, le domaine name. Donc ça ouvre une riche veine d'opportunités pour le phishing évidemment et d'autres types de fraudes. Et voilà, donc un attaquant pourrait tout à fait enregistrer un nom de domaine qui ressemble à celui d'un site web légitime, mais dans lequel certaines des lettres ont été remplacées par des homographes dans un autre alphabet. Donc, j'ai commencé à en parler un petit peu, mais ici, je vais vraiment illustrer ce dont j'avais parlé. Donc, je vais simplement tout déballer d'un coup. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que le push est vulnérable? Donc, admettons que la victime se connecte sur une fausse page qu'il croit évidemment légitime. L'attaquant va jouer en temps réel les identifiants qui sont joués par l'utilisateur sur cette fois-ci le vrai site. Le vrai site, lorsqu'il va recevoir les identifiants, qui sont donc bons, va envoyer la notification push à l'utilisateur, qui croit évidemment se connecter lui au bon site, donc va accéder, va valider la notification push. Et lorsqu'il fera ça, éventuellement, si l'attaque est assez aboutie, l'attaquant va le rediriger vers une fausse page qui lui dit que vous êtes bien logué, sauf qu'entre-temps,
l'attaquant aura eu le push de valider par l'utilisateur et lui aura accès au vrai site. C'est pour ça que c'est, voilà, encore une fois, hein, c'est un protocole qui n'est pas forcément mauvais en termes de technique, il n'y a pas de souci. Mais par contre, au niveau humain, c'est quelque chose qui est facilement détournable. Et finalement, la seule chose qui pourrait vous permettre de connaître la véracité du push, c'est de regarder l'adresse IP. Mais en général, personne ne le fait parce que voilà, on se connecte très souvent avec, on n'a pas le temps de regarder. Parfois, on n'a même pas forcément l'adresse IP, on a juste simplement la notification avec le bouton intégrer accepter. Et si jamais on veut en voir plus, il faut qu'on clique sur la notification qui nous ouvre l'application push pour qu'on vienne vérifier un peu plus en détail les informations, ce qu'aucun utilisateur ne fait. Et évidemment, aucun utilisateur en général ne connaît son adresse IP. Donc le seul indice qui pourrait être présent, ce serait le pays. Et sauf que la plupart des attaquants utilisent très souvent des VPN qui font qu'ils se situent à peu près dans tous les pays du monde qu'ils souhaitent. Donc même de cette manière-là, on peut très bien identifier l'attaquant en France. Donc comment ça se passe, hein, juste par rapport aux inconvénients également du mobile, des notifications mobile push. Donc on va avoir une clé secrète, donc un API qui est échangé au niveau de l'application pour authentifier le mobile qui appartient à l'utilisateur avec un back-end. L'appareil peut être perdu au volet. Donc la question, c'est comment se protéger contre les accès non autorisés si le smartphone tombe entre de mauvaises mains. C'est aussi possible que les utilisateurs approuvent accidentellement une demande frauduleuse. Et bah, c'est facile de prendre l'habitude de cliquer encore une fois sur approuver lorsque vous recevez des notifications. Et d'ailleurs, des études ont montré qu'il y a une baisse spectaculaire de l'attention lorsqu'un utilisateur est montré ne serait-ce que au moment où on montre ne serait-ce que 2 avertissements de sécurité sur une courte période de temps, l'utilisateur passe totalement à côté. Les smartphones sont vulnérables aux attaques et au malware, ça c'est clair, comme tout appareil de toute façon doté d'un système d'exploitation. Et c'est particulièrement vrai pour les appareils Android. Autre inconvénient qui est évident, c'est que ça nécessite un smartphone, plus une batterie et une connexion Internet. Donc si la notification push ne fonctionne pas, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se rétrograde en SMS OTP, qui est encore pire en fait que le push? Donc il faut travailler avec des applications spécifiques qui nécessitent un fournisseur push qui peut être lui-même également compromis. Alors, en revanche, pour du matériel, comment est-ce que ça va se passer? Là, je parle dans le cas de FIDO2 de manière plus précise. Je le détaillerai encore un peu plus loin. Admettons que l'utilisateur vienne se connecter à apple.com avec une clé FIDO2. Donc en fait, l'expérience utilisateur, c'est je branche ma clé, je rentre un code PIN qui est local, qui appartient à la YubiKey, qui est simplement là pour venir déverrouiller de manière logique le conteneur sur la clé. Donc qui est le même code PIN pour tous les tokens FIDO2. Comment est-ce que ça va se passer? L'utilisateur va se connecter à sa session Apple avec sa clé. Donc, on ne va même pas avoir besoin d'entrer, d'identifier en ligne mot de passe. Par contre, ce qui va se passer, c'est que la clé va venir chercher la référence de l'URL sur laquelle, normalement, elle a enrôlé son token sur apple.com. Donc, en fait, logiquement, vous avez le token FIDO2. À côté, vous avez l'adresse mail de la personne. Et à côté, vous avez l'URL associée. Et ce qui fait que si jamais la personne se fait ficher sur un faux site, la clé ne s'activera pas. Par exemple, Apple avec 3P, la clé ne s'activera pas puisque elle n'a aucune référence interne d'un token qui serait référencé sur un site URL apple.com avec 3P. Donc la clé ne s'activerait pas. C'est pour ça que vous allez très souvent entendre que FIDO2 n'est pas fichable. C'est principalement pour cette raison et cette feature s'appelle l'origine. Comment ça se passe d'ailleurs? C'est du chiffrement asymétrique, pour information, ce qui fait que le tenant en question, que ce soit Azure, Gmail, etc., ne stocke aucun secret. Tout ce qu'elle possède de vous, c'est votre clé publique de token. Et lorsque vous vous authentifiez, le tenant chiffre un clair avec votre clé publique, vous envoie ce challenge. Et si vous êtes la bonne personne et que vous êtes donc normalement détenteur de la clé privée, vous pouvez signer ce challenge, c'est-à-dire le déchiffrer, et renvoyer la réponse en clair au serveur,
qui lui compare le clair qu'il a généré avec le clair qu'il a reçu. Et s'ils sont identiques, il considère que vous avez réussi à le déchiffrer, que vous avez donc le moyen d'authentifier, que vous avez la clé privée, donc que vous êtes la bonne personne, et vous autorise à vous connecter. Donc une fois qu'on a fait tout ça, ensuite, on est logué au site en question. Et donc comment ça se passe quand on veut se faire ficher? Admettons, la fameuse attaque homographe. Donc ça, c'est apple.com pour information. Si jamais vous tapez ça dans un site, dans un URL, vous allez tomber sur apple.com. Info apple.com, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ici, encore une fois, s'il a bien fait sa page et qu'il a mis une connexion avec une clé de sécurité? Eh bien, la clé va venir vérifier ce qu'il appelle encore une fois l'origine, va chercher si cette origine-là d'URL, qu'il ne se fera pas berner, c'est ça qu'il ira chercher, est-ce que c'est dans sa base de référence? La réponse est non. Et du coup, l'authentification est refusée et il n'y a aucun login de possible. Et ici, il n'y a pas de temps réel non plus de faisable. Ce n'est pas possible. Donc, historiquement, il y a une grande sécurité via MFA qui s'accompagne de compromis, par contre, entre la sécurité et l'expérience utilisateur. Donc, l'authentification logicielle sous forme de mot de passe, d'application mobile ou de SMS n'offre pas une protection suffisante contre le phishing moderne et les attaques, surtout de type man in the middle, SIM swapping, etc. Et les technologies matérielles, qui sont un peu plus sécurisées, sous forme de carte à puce, nécessitent une infrastructure coûteuse et complexe qui les rend difficiles à déployer et à utiliser. Donc, Yubico a voulu un peu changer ça avec l'invention d'YubiKey, et on en parlera plus à ce sujet un petit peu plus tard. Donc, voici un aperçu de toutes les options qu'on classe en tout cas qu'on a classées par sécurité, simplicité et coût. Donc, en regardant un petit peu le username password, donc ça c'est clair que c'est pas sécurisé. J'aurais même pu mettre que c'est pas si simple que ça finalement, parce que on est quand même censé les changer assez souvent et ils sont censés être assez complexes. L'OTP, donc qui a un coût évidemment, parce que et qui n'a aucune simplicité et très peu de sécurité. Aucune simplicité parce que l'utilisateur doit toujours sortir son portable, donc c'est pas ergonomique, mais par contre c'est pas forcément très cher à mettre en place. Ensuite, on a le push. Donc là, on a vu ce qu'il en était en termes de sécurité. La simplicité, à la rigueur, encore une fois, on a quand même à sortir le téléphone, c'est pas forcément hyper pratique. Mais par contre, en termes de coût, on est plutôt, en général, ce sont des applications qui sont gratuites, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En termes de smart card, on est sur un niveau de sécurité qui est assez important quand même. On est sur un des meilleurs protocoles de sécurité malgré l'âge du standard. Et là, on a fait un distinguo parce que on a ce qu'on appelle les smart cards qu'on a connus, donc avec un lecteur NFC, entre autres, qui va venir lire, par exemple, avec des lecteurs HID, ces cartes en question. Donc, c'est ni simple, ni peu cher, pour les raisons que on doit acheter du matériel, on doit mettre en place des choses. Dans le cas de Yubico, alors on est sur le même standard, c'est clair, on doit toujours avoir une PKI, c'est clair. Par contre, on n'a plus du tout besoin, par exemple, d'avoir de lecteurs sans fil, puisqu'on va directement avoir la connectique USB que proposait YubiKey. Donc, on va au moins pouvoir s'affranchir de ce coût d'infrastructure si jamais le client souhaite partir sur du smart card ou surtout s'il n'a pas le choix par rapport aux solutions qu'il a. Ensuite, on va retrouver Fido U2F, qui est la première version de Fido qui a été co-créée par Google et Yubico en 2014. Donc, il y a une subtilité par rapport à Fido 2, qui est que pour Fido U2F, on doit faire login mot de passe et on appuie sur la clé. Donc, on n'a pas cette notion de resident key qui fait qu'on peut s'affranchir du login mot de passe. Donc, c'est le plus sécurisé qui se fait actuellement. C'est le moins coûteux parce qu'en fait, on n'a absolument rien côté client à gérer. Tout est géré par le tenant. Par contre, c'est moyennement simple, entre guillemets, parce qu'on doit encore avoir un mot de passe à retenir. Et ensuite, on rentre sur la V2 de Fido, qui est Fido 2, qui est le plus sécurisé. Un Fido U2F en fait, et Fido 2 utilisent les mêmes protocoles, mais ont des features. Fido 2 a des features un petit peu plus avancées simplement.
On est sur le plus simple parce que là, en fait, tout ce qu'on va demander à l'utilisateur, c'est de se souvenir d'un code de carte bleue pendant toute la durée de vie de la clé, dont on n'a pas parlé, mais qui peut faire très facilement 10 ans. On était encore sur le FIC avec Fabrice il n'y a pas très longtemps, et on a des clients qui sont venus nous voir, certains clients qui avaient encore des YubiKey 2, des YubiKey 3 qui sont sortis en 2009. Donc, ils les avaient depuis plus de 10 ans et elles fonctionnaient toujours sans aucun problème. Et c'était d'ailleurs dans le cahier des charges de Yubico pour les YubiKey d'avoir des clés qui sont ultra résistantes, qui ne peuvent pas se plier, qui sont résistantes aux très fortes températures, très basses températures, champs électromagnétiques, elles sont IP68, etc. Et donc, aucun coût, encore une fois, hein, comme FIDO I2F, tout est géré par le tenant, il n'y a pas d'histoire de PKI, même si on est sur de la symétrique ici. Par rapport à Windows Hello for Business. Alors, il y a des complémentarités, parce qu'en fait, Windows Hello for Business, comme vous le savez, c'est un terme un peu générique de la part de Microsoft qui va englober plusieurs protocoles. Donc, on va retrouver évidemment que Yubico ne fait pas la reconnaissance faciale, les empreintes, etc. Enfin, les empreintes, du coup, Yubico le fait maintenant. Mais par contre, Windows Hello for Business vous permet de vous connecter également avec des clés de sécurité à travers FIDO2. Donc, c'est tout à fait possible. Simplement, voilà, on a mis un petit peu une opposition ici parce que Windows Hello for Business propose d'autres protocoles comme, par exemple, le Microsoft Authenticator, qui est un authentificateur voilà, externe, dédié, qui a les failles qu'on a vues et qu'on va approfondir un peu plus tard. Mais la grosse différence, c'est que les YubiKey vont prendre en charge plusieurs protocoles, donc la smart card, les OTP, FIDO, OpenPGP, etc. Sur des systèmes d'exploitation croisés, donc c'est compatible avec tous les ordinateurs de bureau et tous les mobiles. La racine de confiance est portable, hein, tous les secrets sont stockés sur la YubiKey, sur sa chip sécurisée, EL6 plus critères communs, et bientôt une certaine certification d'une certaine entité qui va apparaître dans les jours qui viennent. On est conforme FIPS, GDPR évidemment, c'est de petite taille, c'est durable, encore une fois, étanche à l'eau, à la poussière, et à très bas prix. On parle d'une cinquantaine d'euros en moyenne, prix public, pour une clé. Sans coût de licence, sans coût de maintenance, sans coût de service, sauf le service que vous pourriez ajouter en termes de valeur ajoutée. Par défaut, Yubico ne vend que du matériel, tous les softs sont gratuits et il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de licence. Cependant, je tiens quand même à préciser qu'on travaille étroitement avec Microsoft chaque semaine, où il y a des lancements de packs, il y a des mises à jour, et voilà, on dialogue tout le temps avec Microsoft parce que c'est un vrai partenaire, même si là on est un peu opposé avec Windows Hello for Business, c'est un véritable partenaire avec qui on travaille vraiment main dans la main. Donc finalement, pour résumer un petit peu, ça va être très facile à utiliser. C'est-à-dire que là, on va, même encore au-delà du code PIN, hein, avec les nouvelles YubiKey biométriques, on n'a même plus de code PIN à souvenir. On vient simplement effectuer une pression sur la YubiKey pour venir se loguer. On a la meilleure sécurité en termes de standard d'authentification actuellement qui peut se faire, donc anti-phishing. YubiKey tous, hein, c'est-à-dire que la YubiKey peut servir à tous vos cas d'usage en entreprise, en passant par, voilà, je me log le matin en ouverture de session Smart Card, je vais me loguer à mon Office 365 en FIDO2, à mon Salesforce en FIDO2, je vais faire du SSH en parallèle en FIDO I2F, et puis je vais ouvrir, je ne sais pas, mon application RH en OTP. Tout ça avec une même clé. Par contre, les clés, je vous conseille très fortement qu'elles soient nominatives, parce que l'utilisateur peut être amené à inscrire ses propres identifiants personnels s'il le souhaite. On ne pourra pas l'en empêcher non plus. Donc une clé, c'est nominatif tout de même. On respecte évidemment tous les standards industriels et en tout cas, on essaie de plus en plus d'être conforme partout. Et surtout, tout ça mélangé fait qu'on a une réduction de coûts très importante pour l'administration. Si on parle des derniers protocoles FIDO2, par exemple, parce que là, encore une fois, il n'y a plus d'infrastructure de clés publiques à maintenir. Pour peu que l'authentification soit à peu près centralisée, ça va être hyper simple à faire et surtout, on va avoir un matériel pour toutes les authentifications. Donc, comment ça se passe, hein, juste pour Google, mais de toute façon, je vous ferai la démo après. On va entrer le username password,
on branche la clé, on appuie dessus et on est logué. Sur le smartphone, on peut le faire aussi en connectique, mais on peut également le faire en NFC. Au moment où on doit entrer la clé, on rapproche simplement la clé du téléphone et on est logué. Donc ici, Google utilise FIDO-I2F, qui est le protocole qu'il a co-créé avec Yubico. D'ailleurs, on a un retour d'un de nos plus grands clients dans le monde, qui est d'ailleurs Google. Et pour ceux qui ont, pour la petite histoire, Google avait sorti ses clés Titan, parce qu'il y avait eu en fait, ils n'étaient pas forcément d'accord avec Yubico, surtout en fait sur le thème du Bluetooth. Yubico considérait que le Bluetooth n'était pas suffisamment fiable et pérenne dans le temps, en tout cas pour un protocole fixe, pour pouvoir venir implémenter sur une clé de sécurité. Google n'était pas de cet avis, donc ils ont créé les Titans, Yubico a créé les YubiKey. Et la suite, on la connaît pour ceux qui ont suivi l'actualité. Les Titan Key ont eu un petit souci, notamment avec la partie Bluetooth. Donc il faut savoir que Google utilise nos clés et pas les Titans en interne. Donc chaque employé Google a une paire de clés, donc 2 clés par employé, et tous leurs sous-traitants qui accèdent à leur système également. Et il faut savoir que depuis qu'ils se sont équipés, donc on parle de plus de 85 000 employés, il y a eu zéro phishing qui ont abouti. Sachant que je pense que Google est certainement une des entreprises les plus recherchées à pirater, compte tenu de la richesse des informations clients qui existent dans leur système. Depuis qu'ils utilisent YubiKey, il y a eu 0 usurpation de compte. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez prendre la parole. Alors, je vais juste regarder si j'ai débloqué tout le monde dans le micro, parce que je pense qu'il y en a qui sont arrivés entre-temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport déjà à ce que vous avez vu sur la partie un peu théorique ou pas? Non, c'est très clair. Ouais, moi, j'ai pas de questions particulières sur la partie théorique. Par contre, les clés biométriques, elles seraient dispo à partir de quand? Là, actuellement, si vous allez sur le store Yubico, Non, pour petite précision, elles seront disponibles par notre distributeur Infinigate là, d'ici 2 semaines, 3 semaines. On espère avoir les premiers stocks. Donc, vous pouvez déjà me contacter pour que Tony vous envoie un devis pour acheter la clé pour pouvoir faire des tests. Ça marche. Et dans les tarifs par rapport aux autres clés? On est autour de 80 à 85 euros de mémoire en prix public. Selon le form factor, il y aura 2 form factors USB-A et USB-C. Ok, top. J'ai une question pour toi dans le chat, Dorian. Oui. Ce n'est pas une question bête, Olivier. Comment retrouve-t-il l'URL décodée puisqu'elle est convertie en apple.com au début? J'ai dû louper une étape, désolé. Parce qu'en fait, il y a ce fameux protocole Punycode qui permet en fait si vous voulez, l'URL en fait va transcrire apple.com parce que c'est comme ça qu'elle est faite, mais derrière, de manière fonctionnelle, si vous voulez, c'est que à l'œil de l'utilisateur qui aura apple.com qui se passera. Mais derrière, en termes fonctionnels, ce sera l'URL originelle, j'ai envie de dire, qui sera utilisée et qui sera utilisée pour les protocoles, entre autres. C'est pour ça que c'est pas propre à la YubiKey, hein. On intercepte directement grâce à Punycode le format original qui fait que derrière, dans la base de référence, c'est pas apple.com qui apparaît. Enfin, j'espère que c'est clair, c'est un peu technique. Mais voilà, finalement, tout ce qu'il faut retenir, c'est que l'attaque homographe, c'est à l'œil du utilisateur, c'est l'œil du utilisateur qui est trompé. Derrière, ce qui communique, c'est pas apple.com. Oui, c'était ma question. Merci. Avec plaisir. Tac, tac, tac. Donc là, ce que je vais faire, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est simplement, je vais venir enrôler une première fois ma clé, parce que je pense que ce n'est pas la bonne que j'ai enrôlée. Hop. Voilà. Donc là, comment on fait par exemple dans Gmail, un cas d'usage extrêmement simple. On va dans le paramètre, alors évidemment pour Google, pour un administrateur G Suite, c'est fait de manière en masse, hein, évidemment, on a juste activé l'option.
Là, je vous montre sur un compte particulier, hein, entre autres. Donc, on va dans les validations en 2 étapes. Donc là, évidemment, j'ai la vérification supplémentaire. Voilà. Ce n'était pas la bonne, c'est pour ça qu'il est branché. Donc, comment ça va se passer quand je veux utiliser une clé de sécurité? J'ajoute simplement ici une clé de sécurité. Donc, ajouter une clé de sécurité. J'en ai déjà une d'ailleurs, et sachez que sur à peu près tous les tenants qui proposent FIDO2, vous pouvez enrôler autant de clés de sécurité que vous souhaitez. Si vous souhaitez une clé de backup, par exemple, comme les employés Google font, c'est tout à fait faisable, et c'est ce que je vais faire de toute façon. Il faut savoir que le protocole WebAuthn, donc celui qui exploite FIDO2F, est embarqué dans le navigateur. Là, ce pop-up, là, c'est du pop-up de navigateur, ça. Donc, pour tous ceux qui ont un navigateur, on va dire, qui est à jour depuis moins de 3 ans, FIDO2F sera disponible dans les navigateurs. Ici, je donne un petit nom. Ça, c'est bien utile quand j'ai plusieurs clés à enrôler. Donc, moi, vu que c'est une clé USB-C, que le titre USB-A, je vais l'appeler USB-C. Comme ça, je ne pourrais pas m'y tromper. Et c'est enrôlé, et c'est terminé. Donc là, j'ai simplement en fait appuyé sur la clé pour venir enrôler mon utilisateur. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux me connecter? Alors, j'espère que je ne vais pas avoir les cookies. Normalement, non, de toute façon. Voilà, donc là, je vais venir me reconnecter. Donc, login, mot de passe. Et là, il va me demander d'appuyer sur ma clé. Donc là, en fait, il m'envoie ce fameux challenge avec la clé publique que je vais envoyer au moment de l'enrôlement. J'appuie sur la clé pour confirmer ma présence. Et je suis logué de cette manière-là sur Gmail. Donc ça, c'est l'authentification FIDO2F que vous allez retrouver à peu près partout. Donc ça va être vous allez pouvoir la retrouver, pour citer des cas très courants, donc sur G Suite, vous allez la retrouver en SSH. Vous allez pouvoir la retrouver sur la plupart des gestionnaires de mots de passe. Vous allez la retrouver sur énormément de plateformes. C'est l'une de ces. Okta également, même si Okta propose également du FIDO2, et c'est ce sur quoi je vous conseille de partir. Voilà, pour l'expérience Gmail, voilà comment ça peut se passer. Est-ce que vous avez des questions? Fonctionnelles, opérationnelles, sur le protocole? Ça fonctionne sur les KeePass aussi? Sur certains produits KeePass? Alors, sur KeePass, Par exemple, de mémoire, KeePass utilise... C'est juste ça, parce que j'arrive pas à faire deux choses en même Moi, temps. personnellement, Oui, moi je l'utilise personnellement avec KeePass. ouais, moi j'ai LastPass et ça marche avec Yubi. Je sais que KeePass nécessite, il me semble, un plugin qui s'appelle KeyChallenge, qui va permettre de venir faire du challenge response, d'ailleurs que je n'ai pas précisé, mais que Yubico sait parfaitement faire. C'est ça. Donc je crois que KeePass sait faire du challenge response, et pour LastPass, je crois que alors, de tête, il me semble que c'est de l'OTP ou du FIDO2F qui est disponible. C'est de l'OTP, ouais. C'est de l'OTP, voilà. Juste pour confirmer, moi j'utilise KeePass avec le challenge response. Ouais. Voilà. OK. Donc, pour la suite, je garde un œil aussi sur la montre. Tous les produits donc Yubico sont fabriqués d'ailleurs aux États-Unis ou en Suède. À l'aide, tout est automatisé et tout est hautement sécurisé. Il n'y a aucun secret qui est stocké pendant la production. Et donc, on permet aux clients de posséder et de contrôler pleinement leurs propres secrets. Les produits sont encore une fois extrêmement robustes, étanches, ils ne nécessitent aucune batterie. Et ça, c'est un point qui est hyper important parce que si je compare à certains partenaires et concurrents, dont je ne citerai pas nom, qui fonctionnent avec des batteries, en fait, c'est le problème d'une batterie, c'est ce qu'on a aussi sur les iPhones. La batterie, c'est le maillon faible de ce genre d'équipement qui fait qu'on doit le changer. Et d'ailleurs, c'est souvent des contrats tous les 3 ou 5 ans. Donc, ça nécessite de l'opérationnel, ça nécessites de la logistique et souvent, évidemment, un coût parce qu'on doit les renouveler, c'est dans le cadre d'un contrat. Dans le cas d'Ubico, ce n'est pas le cas. Les YubiKey font ce qu'on appelle du cold storage, c'est-à-dire que si vous les débranchez, les YubiKey sont inactives. En
fait. Donc, on ne peut pas les activer, il n'y a rien qui tourne tant que vous ne les branchez pas. Et c'est ce qui fait qu'elles ont une durée de vie qui n'est actuellement pas encore connue, parce qu'il faut savoir que Yubico, c'est 2007, la création, et toutes les clés qui datent encore de 2007 fonctionnent. Donc, finalement, j'ai envie de dire, comme la technologie LED, on n'a pas encore le recul suffisant pour être sûr que, pour avoir la durée de vie exacte d'une YubiKey, mais pour l'instant, sachez que depuis sa création, les premières YubiKey fonctionnent toujours. Donc, en termes de robustesse, on en est à peu près là. Donc, on a énormément de cas d'usage, de retours clients qui viennent plus ou moins maladroits, on va dire. Donc, ça a survécu en passant par la buanderie, écrasé par une voiture, mangé par le chien, retrouvé dans le jardin plusieurs mois après, servi à décapsuler des bières, tout ce que vous voulez. Pour vous dire, sur le FIC, on avait une clé qui était mise à disposition. Et à tout le monde, pendant 3 jours, on a dit, si jamais vous réussissez, pas sa clé là, si vous réussissez à la péter, on vous en offre une. Bon, en 3 jours, personne n'a réussi. Voilà, encore une fois. Et on se conforme aux réglementations gouvernementales, donc FIPS, DFARS, GDPR, PSD2, et les principes d'authentification ouverte, donc à travers le W3C et FIDO. Et encore une fois, une certification d'une certaine entité de sécurité qui va nous délivrer une certaine certification sur le matériel dans les jours qui viennent. Et donc, la troisième raison qui nous différencie des autres solutions d'authentification multifacteur, donc ça commence par le fait que Microsoft a fait l'étude que le coût du support informatique numéro 1, c'est la réinitialisation des mots de passe. Donc en fait, pour les services d'entreprise exécutés par Microsoft, il faut savoir qu'ils dépensent en moyenne plus de 12 millions de dollars par mois en tout, uniquement pour la réinitialisation de mots de passe. Donc il ne s'agit pas de réinitialisation automatique de mots de passe, mais de celles qui ne le sont pas et pour lesquelles personne n'a contacté l'assistance. D'ailleurs, je ne crois pas l'avoir vu sur les slides, mais sachez que Google, dans la même étude, me semble-t-il, a trouvé que le coût d'une réinitialisation de mot de passe était d'environ 50 €. Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut le temps homme pour lequel le support a été dérangé et le temps que l'utilisateur n'a pas travaillé, évidemment, par rapport au temps qu'il a été bloqué, entre autres. Donc voilà, donc le temps qu'il n'a pas produit, finalement. Donc là, on voit que 50 € en moyenne, c'est le prix de la clé, finalement, et qu'à chaque fois qu'un utilisateur vous appelle pour changer ce mot de passe parce qu'il revient de vacances, etc., qu'on considère d'ailleurs, dans la même étude, on considère qu'un utilisateur appelle environ 2 fois par an pour ces problèmes-là. On considère du coup qu'en 6 mois, la clé est amortie, sachant qu'elle peut vous faire encore une fois plus de 10 ans de durée de vie. Donc ça, c'est un argument qui est évidemment hyper intéressant à offrir aux clients. Donc la techno, donc les YubiKey s'est avéré offrir le meilleur retour sur investissement pour l'authentification de facteurs. Google, encore une fois, a constaté un nombre croissant d'attaques de phishing lors de l'utilisation d'authentification par SMS et par application mobile, et la société a rendu le YubiKey obligatoire pour tous les employés sous-traitants pour accéder à leur système informatique, ordinateur, réseau et services, et également prise en charge leurs utilisateurs finaux, comme je vous ai montré dans la démo. Autre chose qui est aussi intéressant, mis à part le fait qu'évidemment Google a éliminé toutes les reprises de compte, ça a aussi augmenté la productivité. Parce qu'en fait, ce mode d'authentification est 4 fois plus rapide à utiliser que l'application type Google Authenticator. Et ça, ce n'est pas sorti du chapeau, c'est Google qui nous a fait lui-même la remontée de ça. Donc, il y a aussi un gain de temps considérable, outre le confort et la sécurité. Donc, la YubiKey va combiner 2 composantes importantes qui sont un hardware dédié et de la symétrie. Donc, la symétrie, pour rappel, c'est simplement le fait que nous stockons le secret, c'est un système de clé publique et privée, nous stockons la clé privée et le tenant en question stocke la clé publique qui lui permettra de communiquer avec nous, tout simplement. Donc, la personne en face de nous avec qui on communique, le tenant, ne possède aucun secret de notre part. Donc, merci Shamir pour cette avancée majeure, évidemment. Donc, la YubiKey combine ces 2 composantes importantes
Et c'est une solution matérielle dédiée pour stocker un secret dans un endroit où il ne va pas pouvoir être copié. Et donc, ça, c'est dans la puce matérielle EL6+. Donc, la YubiKey utilise également la cryptographie à clé publique, donc, dont le secret n'est pas partagé sur un serveur ou Internet, etc. La clé ne peut pas être copiée de la puce par un attaquant, puis réutilisée, ce qui la rend impossible et qui élimine les prises de contrôle de compte. Dans la même veine, sachez que c'est également impossible d'upgrader le firmware d'une YubiKey. C'est-à-dire qu'à l'instant où vous la commandez et que vous la recevez, le firmware a X version. Cette version restera la même pendant toute la durée de vie de la clé, on ne peut pas l'upgrader. C'est une sécurité qui fait qu'on ne va pas pouvoir injecter de code dans le firmware, qui viendrait à compromettre la clé. Les clés de 2007, excusez-moi. Oui. Les clés de 2007 sont pas obsolètes par rapport au firmware? Absolument pas. En fait, le firmware apporte certaines... alors, pour vous dire, j'ai même pas d'informations. Il n'y a même pas d'informations publiques sur ce pourquoi les firmwares sont upgradés la plupart du temps. Parfois, ce sont des corrections de bugs mineurs, mais la plupart du temps, en fait, les firmwares sont upgradés pour venir accueillir des nouveaux protocoles. Par exemple, les premières YubiKey n'accueillaient pas tous les protocoles, et donc les firmwares ont été upgradés pour pouvoir accueillir, par exemple, la smart card, le FIDO2, etc., puisqu'évidemment, avant 2014, avant 2018, pardon, le FIDO2 n'existait pas, et avant 2014, le FIDO I2F n'existait pas non plus. Donc, en fait, les upgrades de firmware, c'est surtout pour améliorer les compatibilités, mais les premières qui sont sorties, et finalement, ça peut être la seule raison pour laquelle vous achèteriez de nouvelles YubiKey, ce sont pour les upgrades de protocole. Sachant que ça évolue pas toutes les 8 semaines. Oui, on parle de FIDO I2F en 2014, FIDO 2 en 2018, depuis, il n'y a rien eu. Voilà. Là, par exemple, la prochaine upgrade de firmware qui est sortie, c'est pour pouvoir accueillir les empreintes pour l'authentification biométrique. Typiquement, c'est pour ce genre de choses qu'on va upgrader le firmware. Parce que derrière, encore une fois, je ne sais plus si je l'ai dit, mais tous les protocoles qu'embarque la YubiKey sont des standards. Standards du NIST ou standards d'autres corporations qui font que si vous voyez, par exemple, une solution qui est compatible SmartCard, il y a 99% de chances que cette solution utilise le standard du NIST. Et donc 99% de chances que la YubiKey soit interopérable avec cette solution parce que les deux communiquent avec le même standard. Donc en fait, quand on fait des upgrades, ce n'est pas des upgrades sur le protocole, si vous voulez. Enfin, c'est des upgrades pour pouvoir accueillir le protocole, mais on ne modifie pas le protocole. Okay, merci. Voilà, j'espère avoir été clair. Oui. Merci. Donc, par rapport, je vais faire une petite aparté par rapport à l'authentification par clé publique quand même, parce que ça mérite un petit peu d'explication. Donc, par rapport au schéma d'authentification de base par nom d'utilisateur et mot de passe, c'est là où se situe le risque. Avec l'authentification de base, l'utilisateur se souvient du mot de passe et d'une certaine forme de ce mot de passe est également conservée sur le serveur. Donc, les mots de passe peuvent être chiffrés sur le serveur, enfin hachés, mais quoi qu'il en soit, ils sont toujours stockés sur le serveur d'authentification pour fournir une vérification de l'authentification. Et ce côté back-end du système est ce qui a été volé à de nombreuses reprises dans de nombreux incidents. Et une fois volé, les pirates ont tout le référentiel des noms d'utilisateurs et des mots de passe qu'ils peuvent utiliser pour se faire passer pour n'importe qui dans leur organisation. Et voilà comment la crypto à clé publique résout ce problème. Donc, dans le cas de la crypto à clé publique, la clé secrète ou privée, comme vous voulez, est conservée avec l'utilisateur sur la chip de la YubiKey qui n'est pas exportable, qui n'est pas clonable. Et la clé privée n'est pas conservée sur le serveur, encore une fois. Et au lieu de ça, la clé publique correspondante de l'utilisateur est conservée sur le serveur. Donc, même si un attaquant accède et vole toutes les clés publiques, ces clés en fait ne sont pas utiles pour se faire passer pour l'accès, car la clé privée est requise et donc on ne peut pas faire de vol de masse. La sécurité de la crypto à clé publique nécessite de garder la clé privée donc inaccessible ou tout du moins protégée. La clé publique peut être distribuée ouvertement sans compromettre la sécurité et la clé privée, donc la clé privée n'est jamais exposée normalement, mais un calcul est effectué pour valider simplement la correspondance entre la clé privée et la clé publique. Après, c'est des maths, mais peu importe, c'est le principe qu'utilise FIDO2 et qu'utilise également les smart cards, et qui font que c'est un protocole qui est très robuste.
Non, c'est bon, je n'ai pas raté de slide. Simplement pour vous donner une idée de qu'est-ce qui utilise de la symétrie et qu'est-ce qui utilise de la symétrie. Donc symétrique, hein, c'est secret partagé, type mot de passe. Donc le mot de passe est connu par l'utilisateur et le mot de passe est connu du serveur. On va retrouver dedans le challenge response. On va retrouver OATH, c'est-à-dire une famille d'OTP, que sont TOTP. Donc TOTP, c'est le code tournant type Google Authenticator que vous allez retrouver sur beaucoup de plateformes. Et le Yubico OTP, qui est un OTP que je vais détailler un peu plus loin, propriétaire de Yubico, un peu plus récent que les années 90, hein, et qui va permettre d'apporter une sécurité technique supplémentaire, même si ça reste un OTP. Et ensuite, dans les asymétriques, on va retrouver les classiques, à savoir PGP, la smart card et les nouveaux protocoles que sont FIDO2 et FIDO-I2F. Voilà, donc une fois finalement que vous avez réussi à vendre la valeur ajoutée, il est temps de passer finalement au mode de fonctionnement de la solution. Donc ça peut être finalement la diapositive de transition pour ça. Donc Yubico fournit une authentification forte dans toute entreprise, y compris les principaux services d'entreprise, qui nécessitent une authentification. Donc là, ça va être l'ouverture de session, ça va être l'accès distant, donc VPN, ça va être les accès au serveur. Donc les fournisseurs de VPN peuvent utiliser l'authentification basée sur la plupart du temps certificat X509, c'est très souvent possible. Donc carte à puce, donc là, ça va être du Cisco, ça va être du Pulse Secure, ça va être du F5, du Checkpoint, etc. Les fournisseurs d'accès privilégiés peuvent utiliser aussi l'authentification basée sur X509, donc CyberArk par exemple, Wallix, etc. Les IDP qui vont prendre en charge FIDO, donc là on va retrouver Google, on va retrouver Salesforce, on va retrouver Okta, on va retrouver Azure, etc. Et la YubiKey aussi peut-être mieux connue finalement pour fournir du 2FA des services en ligne comme Dropbox, Google, Facebook, GitHub, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant si vous aurez des calls de clients à ce sujet-là. On a énormément de clients avec qui on débute la rencontre, qui nous disent j'utilise déjà en fait la YubiKey à titre personnel, donc j'utilise pour sécuriser mon GitHub, mon Dropbox, etc. Mais je me demandais si ça pouvait être interopérable dans l'entreprise. La réponse est évidemment oui. Et souvent, du coup, en fait, vu que la clé était proposée au grand public, qui est disponible sur Amazon, etc., du coup, en fait, la clé est déjà connue. Ce qui fait que ça peut être un argument également de pouvoir faciliter l'adoption auprès des utilisateurs. Ça peut être un fort argument en disant à partir de demain, vous allez authentifier vos utilisateurs avec cette clé, mais à côté, vous pouvez faire une communication en disant qu'ils peuvent l'utiliser, par exemple, sur leur compte personnel Facebook, avec la même clé, sans aucun problème de sécurité. Mais en faisant ça, vous allez grandement faciliter l'adoption des utilisateurs et ils intégreront l'utilisation de la clé de sécurité dans leur routine, ce qui fait qu'il y aura très peu de freins au changement. Ça peut être aussi un argument qui est très intéressant à évoquer. Donc, comment ça se passe un petit peu? Donc, tout simplement pour essayer de stratifier tout ça. Donc, on va avoir la partie hardware. On va avoir la partie software qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire l'OTP, par exemple. On va avoir besoin éventuellement pour certains protocoles de logiciels, par exemple pour pouvoir faire du TOTP, donc ces codes tournants type Google Authenticator. On va pouvoir également le faire avec Yubico à travers son propre soft, qui est Yubico Authenticator et qui est simplement un réceptacle vide qui va venir accueillir ces OTP, ces secrets, et qui seront visibles simplement le temps de l'utilisation. Et dès qu'on débranche la clé, il n'y a aucun secret qui est stocké sur l'OS et aucun secret qui est resté sur l'application. Et donc, en faisant ça, on va pouvoir venir s'affranchir du téléphone mobile en restant pourtant sur le même protocole. Ensuite, on va avoir la partie intégration qui est également possible. Donc là, on va pouvoir venir jouer avec de l'API, on va pouvoir jouer avec l'intégration à différentes plateformes et également avec des serveurs open source, comme je vous ai montré au tout début de la présentation, parce que, encore une fois, Yubico utilise tous les standards, n'utilise aucun protocole propriétaire qui font qu'on peut venir faire des appels ou en tout cas venir interagir avec la clé de manière assez facile. Et il y a également du service qui est disponible
en plus, donc le support qui est, à ma connaissance, gratuit, et la validation cloud, c'est-à-dire que pour les UBOTP, mais ça je détaillerai plus tard aussi, le UBOTP peut être validé à travers le UbiCloud, c'est-à-dire le cloud de Yubico qui va valider ces OTP. Mais on peut évidemment s'affranchir de la validation cloud pour venir utiliser une autre plateforme qui viendra valider les OTP, comme Okta. Okta, par exemple, sait parfaitement faire du UBOTP et son propre serveur de validation, et donc n'a pas besoin du UbiCloud. Et de la customisation également. Sachez que si jamais vous avez de la demande aussi là-dessus, Yubico est en capacité, à partir d'un certain nombre de clés, de pouvoir venir faire de la customisation directement en usine, donc de customiser une partie de la production pour vous, pour venir, par exemple, intégrer certains secrets d'avance, certaines clés, certains codes PIN, etc. Donc tout ça, c'est évidemment moyennant un coût par clé. Tout ça est également possible en usine à partir d'un certain nombre de clés, qui est 500 clés, il me semble. Par rapport au téléphone, comment est-ce que va se situer la YubiKey? Donc, on nous demande souvent pourquoi ne pas simplement utiliser un téléphone mobile, que ce soit une application d'authentification, un SMS ou une autre solution mobile. Bon, déjà, je commencerai par dire que toute forme de MFA est meilleure que le mot de passe. Cela étant dit, les authentificateurs mobiles ne protègent pas contre le hameçonnage ou les attaques intermédiaires, comme j'ai pu vous le montrer avec Evil Jinx, et les SMS sont les moins sécurisés. Le NIST ne le recommande plus pour les services gouvernementaux et les applications mobiles peuvent également être exposées à des attaques de logiciels malveillants. Voilà. Donc, et d'ailleurs, en plus, le personnel opérationnel est également requis pour prendre en charge l'application téléphonique pour plusieurs plateformes et générations, c'est-à-dire déployer, corriger, mettre à jour, etc. D'ailleurs, petit aparté concernant la SMS, sachez que, et j'ai eu le cas d'un proche il n'y a pas longtemps, qui s'est fait pirater une certaine somme d'argent alors qu'il y avait eu un double facteur avec SMS. Et la banque en question n'avait pas voulu, et j'ai précisé à cette personne que depuis septembre 2019, la Commission européenne avait déclaré que si jamais on se faisait hacker alors qu'on avait un double facteur SMS, ce n'était plus considéré comme de la négligence. La négligence, c'est un terme juridique qui est défini de manière très précise, qui dit que si jamais vous, par exemple, avec un double facteur fiable, si jamais vous vous faites prendre de l'argent, vous faites hacker un compte ou une transaction alors que vous aviez ce double facteur fiable, on considère que vous avez fait preuve de négligence et donc que c'est de votre responsabilité. Ici, le fait que le SMS ne soit plus considéré comme étant votre négligence, si jamais vous avez une confirmation SMS et que c'est bypassé, le fait que ce soit plus considéré comme négligence veut dire que vous n'êtes plus responsable et surtout que la Commission européenne a reconnu également, au-delà du NIST qui est américain, que le SMS n'est plus suffisamment fiable. Donc, sachez, pour votre information, que si jamais vous vous faites hacker une transaction qui est faite sur un site et qu'il y a une authentification SMS, vous êtes dans votre bon droit de réclamer un remboursement parce que vous n'avez pas fait preuve de négligence, simplement pour information. Donc, cela étant dit, la YubiKey, donc, par rapport au téléphone, évidemment, déjà est plus rapide. Et pour beaucoup des clients, les vues offrent une meilleure expérience utilisateur que n'importe quelle application de téléphone sur le marché. Il n'y a aucune application pour trouver ou retaper les codes, c'est juste une simple pression du doigt et bientôt une simple empreinte qui sera possible. La YubiKey ne relaie pas un signal cellulaire pour fonctionner. Les téléphones ne sont pas aussi robustes et fiables que les YubiKey, hein, ça c'est clair. Les téléphones, on les change tous les 3 ans, les YubiKey encore une fois. Et ce qui peut laisser vos employés bloqués et inefficaces s'ils ne peuvent pas accéder à leur système si le téléphone est tombé dans l'eau, par exemple. Et sans parler du fait que, en plus, les secrets du Google Authenticator sont assez difficiles à exporter d'un device à l'autre. Les lois peuvent aussi limiter les utilisateurs à installer des applications sur des appareils personnels, hein, comme c'est le cas en France, comme l'a dit Fabrice, et nos clients ont également des clients finaux et des partenaires à considérer. Et tout le monde n'a pas de téléphone mobile d'ailleurs, professionnel. Les utilisateurs de YubiKey peuvent avoir une sauvegarde abordable via une autre YubiKey. Quand je parle de sauvegarde, je ne parle pas de clonage, hein, évidemment. Je parle du fait que, par exemple, je vais enrôler sur mon tenant 2 clés différentes et pas cloner une clé vers une autre clé. Et ce qui va permettre d'économiser du temps et de
et d'économiser aussi de l'argent, parce qu'on va s'affranchir des appels de support, de récupération qui coûtent un certain montant, à la longue, un certain temps humain. Et contrairement au téléphone, on ne peut pas utiliser les YubiKey non plus pour faire de l'exfiltration et voler des données et des secrets d'entreprise. On ne peut pas le faire. Pour les clients qui préfèrent utiliser le mobile pour certains cas d'utilisation, YubiKey agit donc comme une racine de confiance portable sur tous les appareils qui révolutionne le processus d'intégration en rationalisant l'expérience utilisateur et en offrant une sécurité qui est élevée. Donc avec une racine de confiance portable, les utilisateurs vont pouvoir convertir rapidement n'importe quel appareil en appareil de confiance, disposer d'un identifiant portable pour s'authentifier de manière transparente sur tous les appareils modernes, on va dire, pour une utilisation quotidienne ou une authentification renforcée. Et aussi profiter d'une récupération rapide de votre compte en cas de perte ou de vol d'un appareil. Donc, vu que la YubiKey devient votre racine de confiance, votre identité itinérante finalement, qui est utilisé finalement pour amorcer et inscrire des appareils mobiles dans un processus de confiance. Et c'est donc nécessaire pour autoriser des actions spécifiques lorsqu'une authentification renforcée ou une revérification est souhaitable, c'est-à-dire dans le monde bancaire, par exemple, à chaque authentification. Sachez également qu'en France, alors pour certaines applications dont je suis sûr comme Boursorama intègre actuellement déjà du FIDO2 pour l'authentification. Le groupe de la Caisse d'épargne, dont le nom m'échappe, est aussi en train d'implémenter FIDO2 pour pouvoir ouvrir votre session avec une clé de sécurité plutôt qu'un push. Entre autres, pour ceux que je connais en tout cas. Il s'agit de Boursorama, pour info. Oui, c'est ça. En fait, je cherchais le nom du groupe de la Caisse d'épargne. BPCE. Merci, BPCE. Merci, exactement. Finalement, s'il y avait qu'une slide à retenir de tout le workshop, ce serait celle-là. C'est vraiment la slide technique qui résume les capacités de la YubiKey. Donc, les YubiKey prennent en charge donc, plusieurs modes, plusieurs protocoles, tous dans la même clé, et qui combinent ainsi les fonctions que de nombreux autres appareils ne peuvent fournir qu'individuellement. Donc, voilà, un téléphone, une clé RSA, des choses comme ça, qui fait que c'est un petit peu éparse, et qui résolvent un large éventail de cas d'utilisation professionnelle avec un seul appareil. Donc, on va retrouver les applications OTP, donc en ce qu'on va appeler des slots. Slot 1, slot 2, qui sont l'appui court et l'appui long sur le capteur doré au centre de la YubiKey. Sur ces slots, on va pouvoir venir stocker une information d'identification dans chaque emplacement. Donc, 2 informations d'identification au total pour les OTP qui sont listés ici. Donc, pour YubiOTP, pour l'OATHHOTP, qui est un protocole qu'on va retrouver à travers Radius, entre autres. On peut également mettre une chaîne statique, sachez qu'on peut le faire, donc éventuellement un mot de passe statique ou un préfixe, même si je le recommande qu'en dernier recours, du challenge response, SHMAC, SHA-1, etc. On va retrouver aussi l'application OATH TOTP, qui peut stocker jusqu'à 32 informations d'identification. Et pour gérer ces informations d'identification et lire les OTP, le logiciel donc Yubico Authenticator est nécessaire, qui est disponible sur desktop et sur smartphone. Donc, pour la communication, donc on a de l'USB-A qui est disponible, de l'USB-C et ou NFC suivant le modèle. On a aussi du Lightning qui est disponible. On a aussi du Lightning et je crois que c'est tout. Donc, finalement, toutes les YubiKey vont inclure les mêmes protocoles, mis à part une YubiKey bleue que vous pourriez rencontrer, mais de moins souvent. Tous les YubiKey embarquent le même protocole. La seule différence qu'il y aura, c'est la connectique. Est-ce qu'il vaut mieux partir sur USB-A, USB-C ou Lightning? Et est-ce que j'ai besoin du NFC ou pas? C'est simplement ça qui va déterminer éventuellement, qui va faire pencher la balance pour un modèle ou un autre, mais tous les protocoles que vous voyez sur la slide seront disponibles sur toutes ces clés. On va retrouver aussi donc, la smart card qui va utiliser encore une fois le protocole standard, mais voilà, la fonction est simplifiée par le fait que la connexion s'effectue via USB-A et ne nécessite pas de lecteur smart card
qui sont chers, qui tombent en panne et qui incluent du support encombrant et fastidieux à installer. FIDO2 et FIDO-I2F. Donc, sur ces protocoles, il faut savoir que pour FIDO2, on va pouvoir stocker jusqu'à 24 tokens, c'est-à-dire 24 identifications à 24 plateformes différentes. Et pour FIDO-U2F, alors évidemment, vu le nombre, vous imaginez bien que je ne les ai pas testés, mais en théorie, plusieurs millions de tokens sont possibles, peuvent être stockés sur la clé. Voilà. Pour la smart card, je ne l'ai pas dit, mais on peut inscrire jusqu'à 4 certificats actifs sur la clé. Donc, ça peut être utilisé, ça, je pense, surtout aux administrateurs qui vont peut-être se loguer le matin avec un compte à moindre privilège pour les opérations de lambda et peut-être venir se connecter à des serveurs avec un compte à privilège. Ben, sachez qu'on peut mettre jusqu'à 4 certificats, donc un certificat d'un utilisateur LDAP normal et un certificat d'un utilisateur LDAP administrateur du domaine, par exemple, pour venir effectuer d'autres opérations. Donc, tout ça, c'est tout à fait possible de le faire. Fabrice l'avait dit, je crois, mais on est interopérable avec tous les OS du marché, excepté Windows Phone. Donc Android, Apple, Mac, Linux, Windows, toutes les distros de Linux, sauf celles qui ont des restrictions par rapport au bus USB, et tous les grands navigateurs. Donc on va retrouver Safari, Opera, Firefox, Chrome, Edge, Brave. Voilà, je crois que je n'en ai pas oublié. En tout cas, ils intègrent tous le protocole FIDO, en tout cas dans leur dernière version. Ici, donc ça c'est une slide qui est absolument pas exhaustive en termes de partenaires, et de vendors surtout, parce que en fait, il faut partir du principe qu'à partir du moment où une solution sait faire du MFA, il y a 99% de chances que la YubiKey soit interopérable avec. Donc là, on vous a mis des noms avec lesquels on a l'habitude, entre guillemets, de travailler. On connaît des cas d'usage, on sait comment ça marche. Mais voilà, partez du principe que quand il y a du MFA, il y a de la YubiKey qui est possible derrière. Donc là, voilà, c'est simplement ici. En fait, ce qui serait plutôt intéressant, c'est de regarder les catégories dans lesquelles les YubiKey peuvent être interopérables, si vous voulez avoir des idées par rapport à ça. Donc le VPN, évidemment. On va retrouver de l'IAM, donc Duo, Okta, Host-Lite, Ilex, etc. Password management, comme certains d'entre vous l'ont déjà évoqué, effectivement. Les privileged access, donc là on va retrouver le Beyond Trust du CyberArk, Walix, etc. Services en ligne, alors là il y en a tellement que voilà, Microsoft, en passant par Google, en passant par des plateformes de crypto, en passant par des comptes de stockage, enfin, comptes mail, tout ce que vous voulez là. Là, je pense qu'à peu près toutes les plateformes qui sont un minimum sérieuses incluent du MFA, donc là, voilà, là, les cas d'usage sont illimités. Des outils développeurs aussi, alors ça peut être intéressant et passer parfois des questions qu'on nous pose. On peut faire par exemple du FIDO avec GitHub, on peut faire du FIDO avec toutes les distros, encore une fois Unix, CentOS, Debian, Ubuntu, Kali, ce que vous voulez, Fedora. Voilà, donc après c'est au cas par cas. Personnellement, je ne suis pas développeur, donc il y a sûrement des noms de frameworks, etc. qui m'échappent, que je ne connais pas. Mais sachez qu'en général, les outils qui sortent incluent, en tout cas les nouveaux outils, incluent déjà du MFA by design. Les CMS également. Parce qu'il faut savoir que Yubico, ça c'est un point important sur lequel je reviendrai, Yubico ne fournit pas de plateforme de gestion de clés. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la philosophie de l'outil. La philosophie de l'outil, c'est de venir en greffon de l'architecture actuelle du client, sans venir tout casser, tout chambouler, pour venir voilà, tout refaire. Le but, c'est qu'on vienne simplement en plus, et par exemple sur un tenant Azure, la clé va venir directement être gérée à travers Azure. Ce qui va nous permettre d'avoir une couche intermédiaire en moins, par défaut, ce qui fait que l'intégration peut être grandement facilitée. Sachez tout de même que les YubiKey sont donc interopérables si jamais il y a vraiment des énormes volumes à gérer et que la YubiKey n'a pas, et que le client n'a pas d'IAM, donc d'authentification centralisée, et qu'il est authentifié sur 35 trucs différents. Sachez qu'on est interopérable avec des CMS, en tout cas VersaSec, pour celui que je connais bien,
on peut parfaitement gérer des clés à travers VersaSec, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est absolument pas mandatory. On peut faire de l'ouverture de session, ça c'est un cas d'usage, c'est le plus gros cas d'usage qu'on a actuellement et que vous rencontrerez très certainement. Donc sous Windows, on va pouvoir venir faire de la smart card, je vais le montrer en démo, du FIDO2, je vais également montrer en démo. Sous Linux, on va pouvoir venir faire du FIDO U2F, donc login mot de passe et on tape sur la clé. Et macOS, on va pouvoir venir faire de la smart card, ça c'est sûr, au moins de la smart card. Voilà. Voilà un petit peu pour l'étendue des cas d'usage qu'on va pouvoir retrouver, qui sont assez gigantesques. Là, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est du cas par cas par rapport à ce que le client a chez lui, ce qu'il souhaite faire, et comment est-ce qu'on peut venir rajouter éventuellement une clé de sécurité par-dessus tout ça pour venir centraliser un maximum et sécuriser un maximum. Donc, par rapport aux produits, donc, comme je vous le disais, toutes les clés, d'ailleurs, ça, du coup, ce n'est plus vrai pour le Q3, elles sont, on va dire, c'est une affaire de jour, disponible chez nous, mais direct, ils me semblent déjà sur le store, au moins en précommande, disponibles, les YubiKey biométriques. Et donc, toutes les clés que vous voyez à l'écran embarquent les mêmes protocoles. Tous les protocoles que j'ai montrés avant, simplement, la connectique diffère, et ici, vous voyez une petite onde radio qui signifie que ces clés-là savent faire du NFC, avec une autre clé USB-C qui n'est d'ailleurs pas à côté, mais que vous avez dû voir en début de présentation. Voilà, simplement pour vous montrer, encore une fois, pour illustrer mon propos, vous voyez que toutes les clés présentent les mêmes protocoles disponibles, sauf la clé bleue, qui s'appelle une Security Key, qui ne sait faire que du FIDO U2F et du FIDO2, et qui est en USB-A, et qui sait faire du NFC. Voilà, donc voilà, certaines savent faire du NFC, d'autres non, et autrement, c'est simplement la connectique qui change, encore une fois. Donc, on peut en général évaluer une sécurité en visualisant le risque des maillons les plus faibles. Donc, le processus de fabrication utilise une méthode entièrement automatisée, encore une fois, pour fabriquer les YubiKey en un seul morceau de plastique, solide et robuste. Donc, les YubiKey sont livrés sous forme de carte blanche, entre guillemets, à nos centres logistiques où les fonctions d'authentification et de chiffrement sont programmées au moment de l'expédition. Toutes les YubiKey vendues sur la boutique en ligne peuvent être reprogrammées par les clients, par vous, à l'aide des outils gratuits de personnalisation Yubico. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les softs Yubico sont gratuits. Pour des raisons de sécurité, le firmware de Yubico, encore une fois, n'est pas évolutif. La YubiKey, c'est un périphérique en écriture seul, et la clé de chiffrement ne peut jamais être lue depuis le périphérique. Bien sûr, on utilise aussi nos propres Yubico utilise ses propres modules de serveurs matériels que sont des YubiHSM, que je présenterai un petit peu en fin de workshop, qui sont des HSM économiques et pratiques pour protéger l'accès à tous les serveurs et tous les systèmes. Donc Yubico les utilise en interne, y compris les secrets OTP du YubiCloud qui sont sécurisés par des HSM, donc le service de validation hébergé. Et donc pour le logiciel d'authentification et de chiffrement, ce qui est basé donc sur un logiciel open source gratuit et des standards ouverts et qui est disponible gratuitement sur le référentiel GitHub de Yubico et qui peut être revu, examiné et contribué si vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce qu'on adresse la plupart du temps en termes de répartition par protocole? Donc, on va retrouver du FIDO2, FIDO U2F à 20% environ. Donc, pourquoi un si faible pourcentage par rapport à tout ce que j'ai pu dire? Parce que tout simplement, exit les IAM, on dépend totalement du bon vouloir du vendor à implémenter FIDO dans leur plateforme pour pouvoir venir faire du FIDO. Évidemment, les IAM, ce n'est pas le cas. Les IAM, la plupart font du FIDO déjà. Et c'est pour cette raison, finalement, c'est plus une restriction côté vendor qui font qu'on ne peut pas venir faire du FIDO partout. Le deuxième protocole, le premier protocole finalement le plus utilisé, c'est la smart card. Donc, on va pouvoir venir faire de la signature digitale avec, du chiffrement, de l'ouverture de session, etc., ouverture de VPN. On va retrouver ensuite de l'OTP. Donc là, ça va être sur des applications qui sont legacy, qui n'ont pas encore implémenté du FIDO. Sur le protocole Radius également, de l'OTP qui est disponible depuis très très longtemps, et sur les VPN.
Ensuite, sur le TOTP également, donc ça, c'est un des cas qu'on retrouve le plus souvent parce que TOTP a été implémenté sur énormément de plateformes également. Donc, les codes tournent en 6 chiffres. Donc là, très souvent, en fait, pour les applications qui ne savent faire que ça, les clients sont quand même assez intéressés en général parce que le MFA concerne tout le monde chez eux, mais tout le monde n'a pas de téléphone pro, encore une fois. Donc, les YubiKey peuvent permettre éventuellement à la population qui n'a pas de téléphone pro de venir faire ce même protocole sans surcoût, entre guillemets, sauf la YubiKey, sans IAM, etc. Vont pouvoir venir faire ce même OTP. Donc, encore une fois, on ne chamboule pas l'infra du client, on laisse le même OTP disponible, il n'y a pas de configuration à faire. Et donc, venir s'authentifier avec la YubiKey sur ces OTP sans téléphone. Et ensuite, des cas d'usage. Après, ça va être du plus exotique, hein, avec des demandes assez folles. Mais on a à peu près tout ce qui est possible de faire. En fait, partout où il y a une authentification qui est possible, on a ces demandes-là. Donc, on va SSH, après, il y a énormément de cas d'usage administrateurs également, ou des cas d'usage, par exemple, sur des middleware. Les middleware, donc les applications maison, les applications métier maison des clients qui ont développé en interne, ils nous demandent est-ce que c'est possible de venir intégrer, etc. La réponse est oui. Encore une fois, sur le GitHub du Yubico, les développeurs ont mis à disposition des SDK pour smartphone et pour PC pour venir implémenter les bibliothèques FIDO directement dans leur middleware. Donc, en fait, il y a simplement à venir faire les appels de fond, appeler les librairies qui ont été importées, et l'authentification est déjà programmée de manière sécurisée par les développeurs Yubico et est implémentable très facilement. Voilà. Donc, pour le desktop, je crois que c'est du .NET qui est disponible et du Java. Et pour Android, je crois que ce n'est que du Java. Voilà. Donc, encore une fois, on va venir finalement un petit peu rassembler tout ce qui avait pu être éparpillé en termes d'authentification, donc du RSA, de la smart card, de l'authentification mobile, grâce à FIDO en une seule clé. Donc, c'est vraiment l'esprit, hein, c'est vraiment l'esprit de la clé, c'est pouvoir venir, tiens, celle-là, j'ai déjà vu quelque part, venir intégrer tous les cas d'usage que va pouvoir rencontrer le client et que vous allez pouvoir rencontrer sur un même device. Donc finalement, quels sont les drivers pour le business? Donc on va retrouver évidemment la maximisation de la sécurité. Donc pour venir, par exemple, se protéger des failles, entre guillemets, donc surtout dans le cas des YubiKey, en tout cas des prises de compte. Moderniser le MFA, donc pouvoir éventuellement apporter l'expérience passwordless et donc améliorer l'expérience utilisateur. Passwordless, en fait, quand on parle de passwordless, surtout dans la bouche de Microsoft, c'est du FIDO 2. Et pourquoi passwordless? Parce qu'encore une fois, on s'affranchit du mot de passe et du login. On vient directement entrer la clé et rentrer un code PIN. Et on va donc aussi pouvoir améliorer la productivité parce que c'est beaucoup plus rapide de se loguer avec une clé qu'avec un téléphone. Où il y a aussi, parfois, on nous appelle pour être conforme à certaines exigences, à certaines compliance, certaines politiques, ou de plus en plus aussi, en disant, voilà, on a pris une assurance cyber, mais ils nous demandent ce niveau de sécurité, donc voilà pourquoi on est là. Ça, c'est aussi quelque chose qui vient de plus en plus souvent. Et évidemment aussi tout ce qui va être transformation digitale, donc sécuriser tous les business de l'entreprise, toutes les applications avec du MFA. Donc sécurité, confort et fiabilité ou compatibilité, compliance, j'ai oublié le mot en français. Alors ça, c'est quelque chose qui va vous intéresser beaucoup. Sachez que pour tous ceux, j'ai pas eu l'occasion de parler avec tous ceux qui sont dans le salon, mais sachez que si vous êtes sur vos premiers calls Yubico, en tout cas d'avant-vente, on a la capacité de venir vous accompagner, hein, vraiment si vous n'êtes pas tranquille sur les premiers calls un peu techniques ou même commerciaux, si vous n'avez pas encore les bons mots, les bons arguments, il n'y a pas de souci, on va pouvoir venir vous apporter un petit peu de force, être là avec vous pour les premiers échanges, pour que vous ayez un petit peu les bons arguments, les bonnes réponses pour la plupart des cas d'usage. Il n'y a pas de souci, on accompagne pas mal à ce niveau-là.
Cela dit, donc, comment est-ce qu'en général, on évalue un petit peu le besoin du client et comment est-ce qu'on peut venir l'aider? Donc, quels sont déjà les principaux moteurs de changement? Donc, encore une fois, c'était la slide d'avant. Comment est-ce qu'on va... Est-ce que c'est pour augmenter la sécurité? Est-ce que c'est pour moderniser? Est-ce que c'est dans des soucis de conformité, etc. Conformité, c'est le mot que je cherchais. Quels sont les protocoles et solutions d'authentification utilisés actuellement? Et quelles applications sécurisées? Finalement, c'est la question la plus importante parce que en fonction de la réponse du client, on va pouvoir venir dire, OK, vous n'avez pas d'IAM, vous faites du Walix, je sais que Walix sait faire de la smart card. Vous êtes sous G Suite, bonne nouvelle, vous allez pouvoir venir faire du FIDO-IDF nativement. Voilà, donc en fait, en fonction des solutions qu'utilise le client, on va pouvoir venir répondre avec un certain protocole derrière. Quelle est la population ciblée d'employés et quels sont les cas d'utilisation au sein de l'organisation? Est-ce que c'est pour de l'ouverture de session? Est-ce que c'est pour de la sécurisation VPN? Est-ce que c'est pour sécuriser les accès admin en SSH, RDP? Est-ce que vous avez actuellement un IAM en place? Ou est-ce que vous prévoyez de le faire? Ça, c'est une question qui est aussi importante parce que si jamais il y a un IAM en place, ça va faciliter très grandement votre intégration, ça c'est clair. Une autre question importante, c'est est-ce que vous avez un Active Directory? Si oui, est-ce qu'il est Azure AD? Est-ce qu'il est hybride? Est-ce qu'il est seulement premise? Est-ce que vous avez O365? Est-ce que vous avez une PKI en place? En fonction de la réponse, on va pouvoir venir dire, OK, vous allez pouvoir venir faire du FIDO2 à l'ouverture de session, ou vous allez pouvoir venir faire de la smart card à l'ouverture de session, ou vous n'allez pas pouvoir venir faire de FIDO2 parce que vous êtes en Active Directory on-premise, par exemple. Si vous avez déjà une PKI, très bonne nouvelle, on a simplement besoin de créer un modèle de certificat pour venir interconnecter les YubiKey en smart card. Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Et une autre question qui est importante, parce que ça peut être derrière, vous allez pouvoir placer l'argument de on n'a pas besoin de téléphone pour pouvoir faire du MFA. Est-ce que les téléphones portables, est-ce que tout le monde a un téléphone portable, iOS, Android? Si la réponse est non, mais qui vous dit que justement, c'est un des problèmes qu'ils ont, c'est que tout le monde n'a pas de téléphone, mais tout le monde est concerné par la MFA, peu importe la plateforme, alors pour peu que les utilisateurs actuels, ceux qui ont un téléphone se connectent en OTP, si c'est de l'OTP, vous allez pouvoir dire, bonne nouvelle, on va pouvoir venir avec une YubiKey remplacer un téléphone, soit pour la population qui n'a pas de téléphone, soit pour tout le monde si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et finalement, là, vous allez pouvoir venir vous ajouter une plus-value parce que va y avoir de la prestation, de la valeur ajoutée là-dedans. Déjà parce que on ne vend pas de la YubiKey seule. C'est-à-dire que nous, évidemment, on vend de la YubiKey seule pour les distributeurs et vendors, mais par exemple, s'il y a une intégration Walix à faire, ce n'est pas Infinigate qui va la faire. On n'a pas l'expertise, si vous voulez, de toutes les solutions de sécurité qui peuvent s'interconnecter avec YubiKey, c'est-à-dire toutes les solutions qui savent faire du MFA, c'est-à-dire 80% des solutions du marché. Ce n'est pas le cas. Et c'est là où nous, on va compter sur votre expertise pour venir opérer dans vos champs d'expertise et venir intégrer la YubiKey dans ce que vous connaissez déjà. Donc, voilà, toutes les solutions VPN, les pare-feux, etc. Et au-delà de la simple intégration, il y a aussi une autre partie où vous allez avoir une carte à jouer, c'est sur la partie process. Parce qu'en fait, quand on amène des YubiKey, j'en parlerai un peu plus tard, là je déborde un petit peu, quand on parle de YubiKey, il y a aussi des points à prendre en compte, c'est qu'est-ce qui se passe si je perds une clé? Comment ça se passe? Quelle est la continuité? Pour qui est-ce que je donnerai deux clés? Pour qui est-ce que je donne une clé? Donc, établissement des profils de sécurité. Donc, il y a du service derrière à vendre. Donc pour vous, ça peut être intéressant dans le partenaire pour venir les accompagner vraiment en profondeur sur la YubiKey. Accompagnement d'utilisateurs, formation, communication, discussion aussi avec le CISO, par exemple, en disant est-ce que voilà, on fait la communication de dire que les utilisateurs peuvent utiliser dans le monde perso ou pas, modification de la PSSI. Donc là, vous allez pouvoir apporter quelque chose en plus que simplement de la revente, et c'est là où nous, en tout cas, on vous attend. Donc, c'est là.
Donc, la technologie, c'est bien, mais comment est-ce que, voilà, encore une fois, je gère les clés, les envois, les backups, les remises de clés en main propre, les cérémonies de clés, le processus humain, finalement, l'offre de services qui tourne derrière. Donc, la technologie, oui, finalement, j'avais un petit peu avancé par rapport au slide. La technologie, elle doit être complémentaire au bon process. La YubiKey seule ne fait pas le job. La YubiKey seule doit être accompagnée des process et de partenaires compétents pour venir faire que le cycle de la clé soit totalement pris en main et qu'il n'y ait pas de surprise un jour, de mauvaise surprise. Donc, voilà, complémentaire au bon process, aux best practices, aux politiques mises en place, et voilà, elle ne fait pas tout seul. Donc, les considérations relatives au déploiement et au cycle de vie peuvent varier en fonction des solutions clients, en place, ainsi que des exigences commerciales et opérationnelles. Par exemple, le processus métier et quel type de preuve d'identité on attend, le cas échéant, et des décisions technologiques, mais inclut également les domaines de haut niveau représentés. Donc, on a aussi besoin de savoir si vous avez des ressources internes, des partenaires technologiques préférés, pour les clients en tout cas, ou si vous souhaitez l'aide de l'équipe des services de Yubico ou Infinigate pour les développer. Donc, les cycles de vie des YubiKey peuvent généralement être divisés en 5 catégories principales et qui sont généralement flexibles en fonction de vos besoins. Donc, tout d'abord, la configuration initiale de la YubiKey dans les solutions déjà mises en place chez le partenaire, donc par exemple un IAM. Donc, vous voudrez vous assurer que la YubiKey est activée, ainsi que les protocoles pertinents que vous souhaitez exploiter, configurer les politiques pour différents groupes d'utilisateurs, etc. Deuxièmement, prenez en compte la manière dont vous souhaitez distribuer le jeton physique. Donc, est-ce que vous allez distribuer en personne ou à des utilisateurs distants? Et lorsqu'on souhaite qu'un utilisateur s'inscrive au nom des utilisateurs, en certificat par exemple, lorsque c'est essentiel de fournir une preuve d'identité solide avant l'inscription, les deuxièmes, donc les distributions YubiKey et troisième inscriptions des utilisateurs peuvent être échangées dans l'ordre. Donc, autrement dit, on peut compter sur l'auto-enrôlement des utilisateurs. Troisièmement, vous souhaiterez vous inscrire vos identifiants sur la YubiKey. Donc là, il y a plusieurs cas d'usage en fonction de la plateforme et des fonctionnalités qu'elle offre. Donc, on va retrouver de l'auto-inscription ou de l'auto-enrôlement, c'est-à-dire autoriser via un portail web des stratégies de groupe ou des applications tierces. Et l'inscription donc on behalf, c'est-à-dire à la place d'eux, où ce sont les administrateurs ou les autres parties approuvées qui peuvent utiliser un portail ou un système pour inscrire la clé pour les utilisateurs. Ensuite, va falloir évaluer aussi le processus de sauvegarde et de restauration pour vous assurer que les utilisateurs distants ont toujours accès aux ressources en cas d'oubli, d'égarement, perte de leur identifiant principal. Donc, les facteurs d'ailleurs de secours sont généralement des cibles de choix pour les attaquants parce qu'ils utilisent souvent des méthodes d'authentification plus faibles comme le SMS ou les questions de sécurité. Donc, Yubico recommande de disposer d'une solution de secours fiable comme une YubiKey secondaire pour fournir une approche le plus solide possible en matière d'authentification et qui garantira que le processus de sauvegarde et de récupération ne laisse pas un trou dans l'architecture de sécurité globale. Et voilà, c'est très similaire finalement à avoir une seconde clé de maison, pour ne pas avoir besoin de péter la fenêtre. Et enfin, vous voudrez vous assurer que vous disposez d'une politique de révocation solide. Donc là, c'est là où le CMS peut avoir du sens. Par exemple, si jamais il n'y a pas d'IAM et que l'utilisateur a 25 authentifications sur 25 plateformes, comment est-ce qu'on gère ça? Donc là encore, il y a de la doc, il y a du process à apporter. Si c'est de l'IAM, la question est très rapide parce que en général, c'est assez centralisé. Ou alors, on part sur un CMS. Mais tout ça, en tout cas, c'est de la discussion et c'est de l'accompagnement avec le client et de la discussion à avoir pour savoir comment est-ce que ça va se passer. Donc, le processus en fait, de gestion du cycle de vie doit être drivé en fonction du risque des profils d'utilisateurs, c'est ce dont je vous parlais.
parce que alors que les clients vont se préparer à déployer des YubiKey, c'est important qu'ils évaluent et qu'ils comprennent le niveau de risque avec lequel ils vont être à l'aise. Donc, en fonction du niveau de sécurité souhaité, différents plans de déploiement peuvent être mis en place. Donc, une entreprise peut avoir plusieurs niveaux de sécurité en fonction du risque associé et de la criticité d'un utilisateur individuel ou de groupe d'utilisateurs. Donc voilà, il y a un examen des 4 facteurs là, que vous voyez sur la gauche, des exigences réglementaires éventuellement, la sensibilité des données, impacts commerciaux, opérationnels, qui va permettre à une entreprise de déterminer les niveaux de risque pour les utilisateurs de l'entreprise ou par groupe. Et sur la base de cette évaluation des risques, l'entreprise peut prendre des décisions intelligentes et prudentes pour certains des principaux domaines dont vous nous parlez, tels que l'enregistrement des utilisateurs, la gestion de clés, le support, des localisations, etc. Donc, on va examiner tout ça dans la prochaine diapo. Donc ici, en fait, c'est juste une diapo pour décrire comment une entreprise peut gérer une YubiKey au sein de son organisation. Donc, les YubiKey sont d'abord enregistrés dans une plateforme, ou un IAM, ou un CMS, peu importe, et liés à une identité d'utilisateur dans une base de données, grosso modo. La direction peut définir des configurations, des règles et des politiques d'application pour déterminer comment en fait, un utilisateur peut utiliser une YubiKey pour s'authentifier dans une application. Et lorsqu'un utilisateur accède à une application nécessitant une YubiKey, pour l'authentification, la demande d'authentification de la YubiKey est envoyée donc à l'IMS, au CMS, etc. pour validation. Et s'il y est autorisé, l'utilisateur accède à l'application. Encore une fois, l'IAM, le CMS, etc. vont fournir une gestion continue de la YubiKey pour inclure le verrouillage, le déverrouillage, la révocation, la réinitialisation et la définition de politiques d'authentification de manière plus centralisée. Voilà, une organisation peut tirer parti aussi des rapports fournis par application de gestion, donc IAM, CMS, etc., plateforme, pour obtenir des informations sur l'état de son déploiement des YubiKey. Donc les statistiques d'authentification des utilisateurs, les résultats, les protocoles utilisés, les verrouillages, etc. Évidemment, ce que je viens de dire dépend totalement des capacités des fournisseurs IAM à proposer ça, ou CMS. Donc, un sujet de conversation qu'on a très souvent avec les clients, et avec vous aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer la délivrance des informations d'authentification. La perte d'une YubiKey, est-ce qu'un client doit faire à propos des sauvegardes? Donc, ça peut dépendre de la façon dont les clés sont utilisées et des protocoles en jeu. En fonction du service utilisé, il va exister de nombreuses options différentes. Par exemple, pour les certificats, il faut savoir que les certificats peuvent être paramétrés en mode auto-enrôlement. Ou peuvent être des clés pré-provisionnées qui sont envoyées par la poste, ou peut-être que l'utilisation est inscrite dans le cadre d'un processus d'intégration chez les RH ou à une station d'inscription utilisée spécifiquement à cette fin. C'est le cas qu'on retrouve parfois dans des usines, et en général, c'est ce qu'on retrouve dans les usines. Donc voilà, auto-enrôlement ou à la place de l'utilisateur, en général, pour les certificats, les deux options sont possibles, et c'est d'ailleurs ce que je vais montrer également dans une démo. Tout ce qui va être, par exemple, basé sur Google ou Fido, donc vu qu'on est très très focus sur le libre service, l'utilisateur va rentrer dans les paramètres de son compte et ajouter une clé de sécurité à son profil. Et pour les IAM, les IDP, etc., comme ILEX, Okta, Ping, ils vont pouvoir offrir un mélange de libre service comme Fido et de pré-inscription comme des certificats de l'OTP, où l'administrateur attribuera une clé spécifique à un utilisateur, puis la fera livrer ou collecter. Le processus dépend pour la révocation à nouveau de la solution utilisée. C'est-à-dire, par exemple, pour les certificats, un administrateur révoquera le certificat de manière centralisée sur la PKI et une nouvelle paire de clés sera générée si jamais c'est une paire de YubiKey et un délivrement d'une nouvelle YubiKey. Pour I2F, l'utilisateur supprime simplement l'appareil spécifique de son profil de sécurité et enregistre lui-même une nouvelle clé, ou évidemment la clé de sécurité peut être également révoquée sur la plupart des tenants que je connais en tout cas qui font du Fido. Et l'IAM, donc là c'est le cas d'usage le plus idéal on va dire, où un administrateur désactive
des clés spécifiques de manière centralisée ou avec certaines où l'utilisateur peut lui-même supprimer un appareil de son profil. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va déprovisionner toutes ces applications derrière l'IAM automatiquement à travers un seul token.